Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce jour, vous suivrez la séance plénière au Parlement ce mardi 10 octobre 2017. Au menu, le vote de l'autorisation de rectification de l'accord de prêt pour la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Et puis après 8 mois d'auto-suspension pour essai d'utilisation de produits chimiques colorants, le Bénin, quatrième exportateur africain de l'ananas, peut relancer son activité à l'issue d'une décision du gouvernement. Et puis au Kenya, des milliers de partisans de l'opposition manifestent mercredi alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition, Raila Odinga, de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier. À nouveau, bonjour et merci de préférer DNTV pour suivre l'actualité. On démarre en images. Séance plénière au Parlement ce mardi 10 octobre 2017. Au menu de cette plénière, le vote de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt pour la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. C'est le ministre des Finances Romuald Ouadaï qui représentait le gouvernement. La Commission des Finances et Échanges a présenté son rapport qui montre l'intérêt pour le Bénin d'aller à cette ratification. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis au chapitre éducation, on va s'intéresser maintenant au mal commun des collèges publics. Quoique convaincus de l'obligation du paiement des frais de scolarité, les parents ne s'en acquittent pas aussi librement face à cette situation qui devient récurrente dans les établissements scolaires publics. Les comptables et directeurs d'établissements ne savent plus quoi faire pour que les parents puissent payer à temps les frais de scolarité. Difficulté de paiement des frais de scolarité, c'est bien sûr un magazine signé de Jonas Bouchi que je vous invite à suivre. Aussi important que les fournitures à chaque rentrée scolaire, les élèves ne portent pas souvent sur eux les frais de scolarité le premier jour de la rentrée. Difficultés financières, c'est l'argument qu'avancent les parents pour qui les frais de scolarité ne font pas habituellement partie des urgences dans les préparatifs de la rentrée. Chose étonnante pour Léopold Soussoupo, directeur du CG2 Lokossa. Je ne comprends pas pourquoi dans le public, 12 000 francs payés par les enfants, c'est difficile, alors que dans le privé, les gens payent 7 fois, 8 fois, 10 fois ce montant-là et ça ne pose pas de problème. C'est un problème dans l'école publique. Pour Claude Arthur Atinzové, gestionnaire comptable du CG1 Lokossa, on peut profiter de la joie des parents qui inscrivent pour la première fois leurs enfants dans un établissement scolaire pour leur réclamer les frais de scolarité. Mais pour ce qui concerne les anciens, on se contente seulement de les sensibiliser. Au niveau des nouveaux élèves, nous essayons. S'ils viennent, en même temps, on leur prend la totalité de la contribution. Les anciens élèves sont en classe, mais ils sont tous informés déjà qu'ils doivent s'acquitter de ces droits de scolarité avant d'aller en congé des fêtes là. Entre parents et apprenants, difficile de savoir qui tenir pour responsable du retard de paiement des frais de scolarité. Bon, est-ce qu'on dira les parents, parce que c'est les apprenants que nous avons en face. Donc, si les parents remettent les sous, certains apprenants gardent ça en poche pour en faire ce qu'ils veulent. Sensibles aux plaintes, les directeurs se font dribbler par les parents qui n'honorent pas leur engagement et les élèves qui changent d'établissement après avoir effectué l'année scolaire à crédit. La scolarité dans les collèges publics, surtout aussi de Lokossa, c'est vraiment un problème, un sérieux problème, un calvaire pour nous, dirigeants de la maison, parce que déjà, monsieur le journaliste, je peux vous signaler que l'année passée, les élèves restent nous devoir encore 1 500 000. Alors que notre budget faisait 13 millions, donc on n'a pas perçu 1 500 000. Ces apprenants ne sont plus là, la majorité est partie, et les parents viennent se plaindre, se morfondre parce qu'ils n'ont pas les moyens pour subvenir aux besoins de ces enfants-là. Certains viennent nous dire que c'est eux-mêmes qui se débrouillent pour payer leurs contributions. Et quand ils payent une petite portion, le reste là, c'est difficilement qu'on retrouve ça. Ça pose vraiment un sérieux problème. Même les structures qui prennent en charge les élèves cas sociaux n'honorent pas aussi leur engagement, ce qui plonge les établissements scolaires dans des difficultés financières pour le démarrage des activités pédagogiques à la rentrée. Les cas sociaux ne payent pas la contribution, monsieur le journaliste. Ils ne payent pas la contribution. La direction départementale a une structure, ça y est, du social, qui s'occupe de leur cas, mais l'année passée, on n'a rien reçu par rapport à ces cas sociaux-là. Il nous faut de l'argent pour retourner à la maison.
Et les professeurs sont là. Avant d'aller en classe, il faut acheter, il faut prendre les craies, il faut prendre les fournitures. Les élèves aussi, les ampoules, on doit les acheter. Ils ne peuvent pas travailler dans l'obscurité. Les élèves victimes du non-paiement à temps des frais de scolarité assistent impuissants à la condamnation de leurs géniteurs accusés d'irresponsables vis-à-vis de leurs devoirs. Restons toujours dans les établissements publics du Mono Koufou et intéressons-nous maintenant à un autre angle du même sujet, créant les déconvenus du renvoi des élèves sur les rendements scolaires. Les chefs d'établissement scolaire ne savent plus quels moyens inventer pour que les parents s'acquittent librement le plus tôt possible des frais de scolarité de leurs enfants. Dilemme des chefs d'établissement, c'est bien sûr, comme je vous l'annonçais tantôt, un autre épisode, bien évidemment, de ce même magazine. Réticents à renvoyer les élèves pour préserver leur droit à l'instruction, certains chefs d'établissement se rendent compte aussi que cette procédure n'est pas sans conséquences. Un véritable dilemme selon Léopold Soussoupo, directeur du CEG de Lokossa. Nous ne sommes pas trop ouverts au renvoi. L'année passée, j'ai refusé de renvoyer les enfants. C'est à partir du mois de mars que ça a commencé. Mais ça a perturbé le suivi des apprenants au cours et ça agit sur le rendement scolaire à la fin de l'année scolaire. Mais on est obligé de faire ça pour trouver un peu, sinon le collège ne pourrait pas fonctionner. Exigeant que tous les élèves des classes de 6e et de la 3e payent la totalité des contributions avant de se faire attribuer les classes, comme Adam Innocent, directeur du CEG Zonkwek Papassa, est bien conscient que son établissement risque d'être fermé si ses collaborateurs devraient exécuter rigoureusement cette consigne. Cette année, j'ai instruit le comptable, le censeur, à ce que tout au moins les élèves de 6e, de 3e s'acquittent entièrement de leurs contributions avant de connaître leur salle. Mais nous sommes dans un milieu particulier. Si nous exigeons que cette mesure soit respectée à la lettre, peut-être que vous seriez venu ici sans élèves. Donc nous faisons avec. Nous continuons de sensibiliser pour que ces élèves-là puissent s'acquitter de leurs contributions scolaires. Donatien Akwete nous fait cas d'un renvoi stratégique des élèves débuteurs pour atténuer les conséquences des renvois lors des devoirs. Le comptable a l'habitude de renvoyer les enfants très tôt avant les devoirs. Et j'ai aussi connu un directeur l'année passée qui met tous les moyens pour renvoyer les enfants et on les renvoie, après on les récupère, juste pour qu'ils puissent payer une partie de la contribution avant les devoirs. Si on les renvoie pendant les devoirs, ça agit sur leurs résultats. Impact du retard de paiement des frais de scolarité sur les résultats scolaires, combien sommes-nous à y penser? Dans un tout autre registre maintenant, initié depuis 2007 par l'Organisation internationale Plan, c'est seulement en 2012 que l'ONU a finalement décrété la Journée internationale des femmes, célébrée le 11 octobre de chaque année. Au Bénin, pour l'édition 2017, le projet Vikankiho 2, avec l'appui technique et financier de l'USAID, a rassemblé les élèves, filles et garçons pour une causerie éducative autour du thème « Le pouvoir de l'adolescence, vision pour 2030 ». L'accent a donc été mis sur la scolarisation des filles et bien évidemment sur le harcèlement sexuel, sur le harcèlement en milieu scolaire. Voici quelques autres précisions. La scolarisation des jeunes filles, je crois que quand même à 60%, elle est réelle. Vous savez bien que dans nos écoles, quand bien même on a demandé à gratifier les contributions aux parents, certaines couches des enseignants trouvent toujours de petits mécanismes pour soutirer de l'argent. Éduquer une fille, c'est éduquer une femme. C'est éduquer une mère. Et vous savez très bien que la femme est le socle de la famille. Et moi, je pense que tous les parents doivent scolariser leurs enfants, leurs filles, puisque c'est d'elles que nous parlons. Une fille scolarisée est bien nantie. Quand je dis nantie, ce n'est pas en termes monétaires, mais elle est bien nantie, bien outillée pour éduquer les autres partout où elle passe. La journée internationale de la fille
ça concerne tout le monde. Parce qu'avant d'être femme, nous avons été filles. Avant d'être hommes, vous avez été garçons. Nous qui sommes ici, si on nous avait violentés à l'école, si nous avions cédé, parce que ça arrive toujours, mais il faudrait que les filles résistent. Et il faudrait que la violence ne soit plus vraiment une violence gratuite, surtout à l'école. Cela perturbe les filles. C'est une très bonne chose de penser à l'éducation. Et il faut féliciter le gouvernement du président Yahi, parce que Yahi n'a pas fait que de mauvaises choses. Il y a aussi de bonnes choses. Et il faut le reconnaître. Parce que c'est un choix assumé par lui de décider d'exonérer toutes les filles depuis le primaire jusqu'au secondaire, en classe de 3e, et même il est allé au-delà. Vous avez dans les classes aujourd'hui, moi je suis toujours en situation de classe en tant que professeur au CEG Godomain, mais il y a beaucoup plus de filles dans les classes, et même dans les grandes classes, que de garçons. Et dans les résultats, vous avez les filles qui occupent parfois, souvent on va dire, les premières places. Seulement, il faut qu'il y ait d'autres actions qui accompagnent cela. Parce que, vous voyez, les filles, elles sont exposées au harcèlement sexuel. Il faut cesser de faire du sexe un tabou. Faire de telle sorte que les parents parlent du sexe avec leurs enfants. Nous sommes maintenant au champ, au milieu d'un tas d'ananas. Xavier Satola supervise la coupe de ces fruits après 8 mois d'autosuspension pour excès d'utilisation de produits chimiques colorants. Le Bénin, 4e exportateur africain d'ananas, peut désormais relancer son activité. Plus de précisions avec Fréjus Seolan. Dans les champs d'Alada, principale ville de la zone de production d'ananas dans le sud du Bénin, les employés s'activent, ramassent et chargent les fruits. Le secteur reprend vie. En décembre, suite aux alertes répétées de l'Union européenne sur l'essai de l'utilisation de produits chimiques colorants, le gouvernement a interdit l'exportation de l'ananas traité avec les téfons. Après 8 mois d'autosuspension, le Bénin, 4e exportateur africain d'ananas, peut relancer son activité. Homme affable depuis 30 ans dans cette filière, Jean-Xavier Satola, président de l'Association nationale des producteurs et exportateurs d'ananas du Bénin, a été le premier à reprendre les exportations fin août après avoir reçu le feu vert du gouvernement. Les ananas, la variété Cayenne lisse, gros et jaune, sont lavés, rangés dans des cartons, puis dans un camion. 800 colis partiront ce soir par avion pour l'Europe. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées au niveau de la pratique, des bonnes pratiques agricoles. Nous avions revu le mode de fertilisation. Nous avions revu le taux de téfons qu'il faut appliquer à l'étrelle pour ne pas dépasser la limite maximale de résidus en ce qui concerne les téfons. Ce produit chimique à base d'éthylène accélère la coloration. Il reste en théorie sur l'écorce, mais s'il est surdosé, peut entrer dans le fruit et les taux de résidus restaient supérieurs à la norme admise par l'Union européenne, ce qui était fréquemment le cas. 2 produits sont désormais homologués. Les exportateurs ont été recensés, les étraileurs qui répandent les téfons ont été formés et l'État a investi dans du matériel d'analyse à hauteur de 300 millions de francs CFA. Désormais, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est chargée des contrôles des champs jusqu'à l'aéroport avant embarquement. Mais les consommateurs européens ne veulent pourtant que des ananas jaunes. L'ananas du Bénin peut se consommer vert. Et dans nos habitudes alimentaires, cet ananas est souvent consommé vert. Et lorsqu'il est vert, il est mature. Mais la reprise est timide, certains clients européens étant frileux. La quantité que nous pouvons exporter vers le marché international, c'est plus de 15 000 tonnes d'ananas par an. Mais aujourd'hui, avec le rythme que nous sommes en train donc de voir se faire, on n'est pas sûr de faire les 4 000 tonnes qu'on a l'habitude de faire. Les mesures prises par les autorités béninoises permettraient aujourd'hui aux acteurs de la filière ananas d'exporter avec plus de qualité et de garantie, mais il faudra en convaincre les consommateurs. Il va falloir faire de la communication
et mettre dans l'habitude alimentaire des consommateurs européens que rajouter un produit chimique n'aurait pas été ce qu'il faut. Quant à Setondi Hossou, directeur de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, le Bénin doit désormais produire en qualité et respecter les exigences des marchés. L'actualité s'ouvre maintenant sur le continent africain. Allons au Libéria où les partis politiques dénoncent les problèmes de vote. Les partis politiques, je le disais tantôt, ont froncé les sourcils sur les problèmes des centres de vote lors des élections du 10 octobre dernier. Certains noms d'électeurs n'ont pas pu être trouvés sur la liste électorale, même s'ils avaient des cartes de vote. Les partis ont donc noté que certains électeurs étaient privés de leur droit de vote, ce qui pourrait signifier que leur vote ait été refusé. On poursuit toujours en images, mais cette fois-ci au Kenya. Pendant ce temps, au Kenya, on enregistre des affrontements entre des manifestants et la police. Des milliers de partisans des partis d'opposition manifestent mercredi au Kenya, alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude, j'y arrive, l'incertitude politique, au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition, Raila Odinga, de l'élection présidentielle du 26 octobre. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit à toutes et à tous.